Bienvenue à Question d'Info. 40 ans après sa création, le FN devient-il un parti de gouvernement? Est-il un prédateur ou un renfort pour la droite? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Marine Le Pen, justement la présidente du Front National. Et à mes côtés, pour vous interroger, Madame Le Pen, Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. On va commencer par le massacre des Chirolles. C'est le terme qu'a employé le ministre de l'Intérieur à propos de ces deux jeunes gens frappés à mort par une quinzaine d'autres. Quelle lecture politique vous faites de cet événement ? Écoutez, j'ai l'impression de voir se succéder les marches blanches et que les choses ne changent pas, ou plutôt qu'elles ont tendance à s'aggraver. Et elles s'aggravent depuis la victoire de François Hollande ou ça remonte à plus loin? Non, ça remonte à beaucoup plus loin. Enfin, je vous rappelle quand même le grand discours de Grenoble. Depuis, rien n'a changé, non seulement... Vous parlez, pour préciser pour les téléspectateurs, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, qui étaient venus promettre une augmentation des moyens, notamment en matière de police, je crois qu'ils ont baissé, ils ont 8 personnes de moins. Bon, ce qui prouve que on a toujours les mêmes promesses, on a toujours les mêmes propos, et il y a toujours la même inaction. Ce qui est révélateur dans l'affaire des Chirolles, c'est d'abord la barbarie. Voilà, le développement d'une criminalité barbare contre laquelle l'État semble complètement impuissant parce que, je le dis et je l'affirme, il ne se donne pas les moyens de lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. Pas uniquement. C'est une question de volonté. C'est une question de détection du diagnostic. C'est le problème de l'effondrement et de l'abandon total de toute politique de renseignement, dans la police notamment. C'est le problème du laxisme, parce que je pense qu'à peu près tous ceux qui sont présumés coupables dans cette affaire doivent avoir sûrement un casier judiciaire long comme le bras. Ces gens-là devraient donc être en prison, contrairement à ce que dit Madame Taubira. Et s'ils avaient été en prison, ils n'auraient pas tué ces deux jeunes gens. Par conséquent, ça remet complètement en cause ce que j'appelle le gaucho-laxisme, mais qui était déjà à l'œuvre sous Nicolas Sarkozy. Vous avez des éléments pour dire qu'ils ont un casier judiciaire ? Mon nez, madame. Vous voyez, je sens ça. Je sens qu'ils ont un casier judiciaire long comme ça. Et vous verrez qu'ils ont un casier judiciaire long comme ça. Pourtant, deux d'entre eux sont des militaires. Donc, a priori, quand on est militaire, on n'a pas de casier judiciaire. D'accord, mais tous les autres, voilà. Et ceux qui sont partis, qui se sont enfuis, voilà. Et manifestement, ils ont déjà été, d'ailleurs, ils ont un casier judiciaire, déjà pour des faits de grave violence. Ce qui veut dire que, eh bien, le laxisme, il se paye, et il se paye par des meurtres de jeunes qui se multiplient. Il faut donc remettre une politique pénale digne de ce nom dans notre pays, avec des moyens, certes, mais d'abord des moyens sur le domaine carcéral. Parce que si on ne construit pas de places de prison, on ne peut pas y mettre ceux qu'on devrait mettre de côté dans la société pour ne pas qu'ils nuisent. Bon. Les mettre de côté, ça veut dire qu'ils vont en prison, qu'ils n'en sortent plus, ou qu'en prison, on fait quelque chose pour que quand ils sortent, ils soient moins violents? Comment vous faites? On peut faire de la réinsertion. Mais moi, je crois quand même à la préservation de la société par la mise à l'écart de ces barbares. Mais définitive? Or, permettez-moi, non, peut-être pas définitive, mais au moins pendant le temps, voyez-vous, où ils sont en prison, ils ne récidivent pas déjà. Mais mise à l'écart, ça veut dire prison, ça veut dire autre chose? Non, ça veut dire prison. Je crois que, voilà, je pense que Madame Taubira est dans une idéologie qui est mortelle, qui est l'idéologie consistant à penser la vieille idéologie gaucho-laxiste, que les pauvres criminels sont des victimes de la société, que la prison, ça n'est pas la solution. Elle est en train de lancer un signal qui est entendu par les délinquants et les criminels, qui est le grand signal du laxisme et par conséquent qui pousse bien entendu au sentiment d'impunité. Ça veut dire qu'elle a une responsabilité indirecte dans ce qui s'est passé? Non, mais je ne veux pas dire qu'elle a une responsabilité indirecte dans ce qui s'est passé. Je dis que le signal qu'elle lance est un signal qui est entendu par les délinquants et les criminels. Il ne nous arrivera rien. Voilà. Il ne nous arrivera rien puisque Madame Taubira a expliqué elle-même que la prison n'est pas la solution. Et évidemment, lorsqu'on ne risque rien, eh bien, on est poussé beaucoup plus facilement à la récidive ou à l'aggravation de ces comportements que lorsque l'on se dit que l'on risque quelque chose. Alors, il y a aussi Emmanuel Valls. Oui, il y a Manuel Valls qui quand même a un discours extrêmement
de ministre de l'Intérieur, de respect, d'ordre, qui promet des renforts. Oui, mais j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai l'impression... Est-ce que c'est un laxiste pour vous? Non, mais madame, j'ai l'impression d'être en 2007. J'ai l'impression d'être sous le règne de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. On a eu Manuel Valls à Nicolas Sarkozy. C'est les mêmes actions. Il va aux mêmes endroits. Il tient les mêmes propos. Il fait les mêmes promesses. Et moi, je vous dis que ces promesses n'auront pas plus de réalisation sur le terrain que celles qui étaient faites dans les mêmes conditions par presque le même ministre de l'Intérieur. Alors 2007, donc faites le parallèle entre 2012-2007, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Françoise Fresso. François Hollande s'inquiète des déchirures de la société, il s'inquiète aussi des discours extrêmement clivants. Et il a décidé de ne pas y répondre et notamment d'éviter de vous répondre quand vous lancez des polémiques sur le port du voile, sur la kippa dans la rue. Comment vous réagissez à ça? Mais madame, en quoi mon discours est polémique? En quoi est-il clivant? En quoi, contrairement à ce que dit le président de la République, divise-t-il? Je dis, moi... moi... J'ai l'impression que vous vivez la société en communauté, qui s'affrontent. C'est exactement l'inverse, madame, justement. Je réfute le communautarisme et je lutte contre le communautarisme. Et c'est lui qui est en train de gagner, figurez-vous. Et ça, sous le règne de Nicolas Sarkozy, comme sous le règne de François Hollande. Voilà, c'est le communautarisme qui est en train de gagner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais proposé d'inscrire dans la Constitution « La République ne reconnaît aucune communauté ». Qu'est-ce que je propose? Vous avez l'impression que la République reconnaît des communautés? Ah bah, clairement. Oui, clairement. Clairement, aujourd'hui... Clairement, aujourd'hui, des groupes communautaristes réclament, exigent, effectuent des revendications auxquelles d'ailleurs le gouvernement cède. C'était le cas sous Nicolas Sarkozy, c'est évidemment encore le cas sous François Hollande. Qu'est-ce que je dis? Je dis que justement, il faut lutter contre cela et qu'un des moyens de lutter contre cela, c'est d'élargir la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'école, de l'élargir à l'ensemble de l'espace public, pour que justement on ne voit dans l'homme qu'un homme, dans la femme qu'une femme, et que l'on puisse lutter ainsi contre les pressions effectuées sur un grand nombre de personnes par les groupes politico-religieux fondamentalistes islamiques. Parce que moi je dis les choses telles qu'elles sont, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les Français m'apprécient. C'est pas là qu'il y a un langage d'amalgame. Vous avez l'air de dire, voilà, les islamistes, les salafistes, les musulmans, et faire peur, nourrir les peurs. Non mais dire la vérité, je suis désolée, mais il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de dire la vérité. La vérité, c'est que le voile s'est multiplié dans des proportions considérables. La vérité, c'est que les revendications portées par les groupes politico-religieux musulmans ne cessent d'avancer. La vérité, c'est qu'on a ruiné la loi de... Vous avez le voile et la burqa, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. On a ruiné la loi de 1905. Le voile est interdit à l'école, monsieur. Mais on parle pas de l'école, on parle de la rue, là, vous parlez de la rue. Monsieur, je vous dis, il y a une loi, 2004, interdisant les signes ostensibles religieux à l'école. Je demande à ce que cette loi soit élargie à l'ensemble de l'espace public. Je pense que c'est bien plus républicain que l'inverse, figurez-vous. Et ça concerne les croix aussi. Et quand je vois que Le Monde se permet de faire un éditorial en disant « Cette déclaration de Marine Le Pen la met au banc de la République », j'aimerais que, au-delà du jugement moral que Le Monde se permet de porter, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Car enfin, est-ce que la loi sur la laïcité, même envisagée de manière raide, j'ai peut-être une vision raide de la laïcité, mais elle répond aussi aux pressions communautaristes que je constate tous les jours. En quoi cela me met-il en marge de la République? Bien au contraire. C'est de la laïcité ou c'est de la vraie fausse laïcité? Ceci me met, madame, au centre de la République, au centre de la loi sur la laïcité et au centre surtout de l'esprit de la loi sur la laïcité. Et je pense qu'il faut répondre à ce que nous voyons, ne pas le nier. Or, évidemment, il y a une tentation à nier les problèmes dans le pays. Mais à chaque fois... Attendez, une question. Parmi les militants du Front National, il y a un certain nombre de prêtres qui défilent souvent, d'ailleurs, le moment de la fête de Jeanne d'Arc en soutane. Cela aussi, il faut leur interdire de défiler en soutane dans les rues. J'ai répondu 100 fois à cette question. La loi sur la laïcité ne s'est jamais appliquée aux religieux. Le religieux, c'est pas le croyant. Le religieux, c'est le personnel religieux. Les religieuses, les curés, les imams, les rabbins, qui peuvent évidemment porter leurs habits. Il faudrait qu'ils aient une carte de circulation. Le port de la croix. Mais ça n'est pas un signe ostensible, ostentatoire, au sens de la loi de 2004, madame, me semble-t-il.
Mais il là, me semble que dans la les loi de écoles, 2004, on est dans il me les semble signes de de signes 2004, religieux avec dans la l'école. rue, donc ça n'a rien à Madame, voir. je suis en train de vous expliquer que je demande l'extension de la loi de 2004 à l'espace public. La loi de 2004 est claire. On a le droit d'avoir une main de Fatma, une étoile juive, on a le droit d'avoir une croix. Ça n'est pas considéré comme un signe ostentatoire. Donc je ne veux pas inventer une loi, je demande juste à ce qu'elle soit étendue. Je ne crois pas, très honnêtement, que ça justifiait l'excès d'indignation organisée, comme à chaque fois d'ailleurs que je soulève un vrai problème. Ouais. C'était le cas pour la viande halal, c'était le cas pour les prières de rue, et puis on s'est aperçu que bah oui, c'était un vrai problème, auquel d'ailleurs je vous signale au passage, on n'a apporté aucune réponse. Voilà. Une précision quand même par rapport à cette interdiction des signes ostentatoires dans les rues. Qu'est-ce que vous allez faire avec les curés, les rabbins ou les imams? Ils auront une carte de circulation pour pouvoir les autoriser à circuler dans les rues avec leur soutane, leur kippa. Est-ce que vous croyez honnêtement que votre question est sérieuse? Oui. Vous croyez que votre question est sérieuse? Bah oui, moi je la trouve pas sérieuse, alors j'y réponds pas. Parce que je trouve ça grotesque comme question. Mais comment vous faites voilà. Pour faire la Je trouve différenciation ça ridicule. entre les gens? Le personnel religieux, encore une fois, a toujours été exclu de la loi. Ça fait un siècle. Et jusqu'à présent, on leur a jamais donné de carte de circulation, me semble-t-il. Non, mais il n'y a pas cette interdiction, vous voulez leur imposer. Oui. Ah bon, dans les écoles, depuis 2004, il n'y a pas cette interdiction? Sur un autre sujet, là, le Qatar confirme vouloir investir 50 milliards d'euros dans les banlieues. Le gouvernement confirme vouloir nouer une alliance stratégique avec ce pays. Qu'en pensez-vous? Oh, j'en pense le plus grand mal. J'en pense le plus grand mal aujourd'hui, comme j'en pensais le plus grand mal sous Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que j'ai été la première à soulever ce problème. Et c'est d'ailleurs, je crois, grâce à mon intervention, que Nicolas Sarkozy, pour des raisons électoralistes, avait gelé ce projet. Bien conscient des conséquences de ce projet, peut-être dans l'esprit des électeurs. Bon, je vois que François Hollande refait la même chose. Ça ne m'étonne pas, puisque j'étais informé, je l'avais dénoncé, qu'il y avait au moins autant de responsables de l'UMP que de responsables du PS qui passaient leur vie à aller au Qatar pour tenter de trouver de l'argent. Je crois que cet investissement... De financement politique ? Cet investissement de la part du Qatar, non, pour des histoires de banlieue, des investissements dans les entreprises du CAC 40, l'achat de patrimoine d'État, les négociations sur la continuation des conventions fiscales qui font que monsieur Arnaud a totalement tort de vouloir devenir belge, il devrait devenir qatari, parce que c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, sur le plan fiscal que de devenir belge, bref. Bon, ces investissements ne sont pas des investissements humanitaires. Ceux qui croient cela sont des naïfs ou des menteurs. La réalité de ces investissements, c'est que ce sont des investissements politiques et des investissements religieux. Si le Qatar veut investir dans les banlieues françaises, c'est parce qu'une grande majorité des habitants des banlieues dans lesquelles il veut déverser son argent sont des musulmans. C'est une démarche de prosélytisme. C'est une démarche de prise en main d'un certain nombre de populations. C'est une démarche de pression qui est faite. Accepter cela, c'est détricoter encore plus notre indépendance nationale, avec évidemment des conséquences graves, notamment sur notre liberté en matière de politique internationale. Quand les ministres parlent de partenariat stratégique avec le Qatar, c'est acceptable ou pas? Non, c'est inacceptable. Et pour une raison simple, c'est que le Qatar est un pays très trouble. Le Qatar est un pays qui a financé et qui continue à financer dans le monde entier les djihadistes, les fondamentalistes, ceux qui veulent imposer dans leur pays la charia. Par conséquent, accepter qu'un pays tel que celui-là investisse dans nos banlieues, c'est évidemment prendre un risque tout à fait considérable. Mais je remarque que décidément, le gain, l'argent est capable de faire les pires sottises à nos dirigeants. Alors on va passer du Qatar à l'Europe avec une question.